Bonjour, moi je vais vous parler aujourd'hui de la norme NFU 44 164 et un peu des enjeux de cette norme par rapport à ces histoires de déconditionnement de biodéchets. Aujourd'hui, c'est une norme qui est utilisée très couramment pour tout ce qui est méthode d'analyse des inertes et des impuretés pour les amendements organiques et les supports de culture et principalement les composts. Donc déjà, on va voir dans un premier temps comment se déroule cette norme parce que ça va avoir des impacts sur les analyses des pulpes. Donc en fait, c'est une norme qui va se baser sur la destruction de la matière organique pour ne récupérer que les inertes et les impuretés. Et en fait, la méthode va être d'utiliser de l'eau de javel et de récupérer en fait l'échantillon et de le faire tremper dans des bains d'eau de javel 3 fois. Donc, on va avoir une première fois le bain de javel qui va durer 1 heure, une deuxième fois 4 heures et une troisième fois pendant 12 heures. Donc, au niveau du temps de réalisation, c'est assez long. À chaque bain, en fait, on va avoir une séparation avec la matière organique qui va être éliminée et ensuite, on va récupérer la matière non organique qu'on va faire passer dans un tamis de 2 millimètres. À chaque fois, la partie qui va passer à 2 millimètres, c'est ce qu'on va appeler au niveau de la norme, ce qu'on appelle les fines. Et ensuite, ce qui est non passant, donc à chaque fois, on va refaire un bain, donc une fois de 1 heure, une fois de 4 heures et une fois de 12 heures. Une fois que le troisième bain a été effectué, on va rincer tout ça à l'eau et ensuite on va récupérer donc d'un côté les fines et d'un autre côté ce qu'on appelle le non passant à 2 millimètres. Ce non passant à 2 millimètres contient normalement uniquement des inertes et des impuretés. On va alors d'abord faire un premier tri densimétrique. Donc, en gros, le principe est assez simple. Tout ce qui va flotter, c'est ce qu'on va considérer comme des légers. Donc, principalement, c'est tout ce qui est film et PSE. Et tout le reste va à nouveau subir un tri, cette fois-ci avec une solution de CaCl2 qu'on va saturer. Et à ce moment-là, en fonction de la densité, on va récupérer 2 fractions, donc ce qu'on appelle les mi-lourds et les lourds. Au final, au niveau de la norme, on va définir 4 types d'inertes et d'impuretés. Donc, la première qui sera les passants à 2 millimètres, donc c'est ce qu'on appelle les fines. Les films et les PSE, ce qu'on appelle les flottants, les légers, pardon. Les mi-lourds qui ont une densité inférieure à 1,35 et les lourds qui ont une densité supérieure à 1,35. Toutes ces 4 parties, une fois qu'elles auront été séparées, vont être séchées à 75 degrés et ensuite, on va avoir un tri visuel pour séparer 5 fractions. Donc, une première fraction qui s'appelle les cailloux et les calcaires, une deuxième fraction les verres, une troisième fraction les métaux, la quatrième les films et les PSE et la dernière qui s'appelle les autres plastiques. Toutes ces fractions vont ensuite subir un tamisage donc à 2 ou à 5 millimètres. Donc, pour séparer, par exemple, les verres supérieurs à 5 millimètres, les verres entre 2 et 5 millimètres et les verres inférieurs à 2 millimètres. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que quand on regarde les limites réglementaires, on voit qu'aujourd'hui, je vous ai mis donc les limites réglementaires donc pour les normes NFU 44051 et 44095 qui correspondent au compost et amendements organiques. Aujourd'hui, dans cette norme, il y a 3 inertes et impuretés avec des valeurs limites, donc les films et les PSE supérieurs à 5 millimètres, les autres plastiques supérieurs à 5 millimètres et les verres et les métaux supérieurs à 2 millimètres. C'est pour ça que dans ma diapositive d'avant, je vous expliquais qu'on tamisait au-dessus de 5, entre 5 et 2 et en dessous de 2 millimètres. Dans la nouvelle rubrique ICPE, c'est un peu différent, c'est-à-dire que en fait, c'est plus les mêmes limites et les mêmes catégories qui vont être faites. Vous allez avoir d'un côté les plastiques supérieurs à 2 millimètres, donc on est beaucoup plus restrictif, les verres supérieurs à 2 millimètres, les métaux supérieurs à 2 millimètres et la somme de tout ça supérieure à 2 millimètres. Les valeurs limites, vous voyez, sont beaucoup plus faibles que pour la norme compost et amendement organique, qui est aujourd'hui celle la plus utilisée au niveau pour laquelle on utilise la norme inerte 44 164. Donc, en fait, vous allez avoir des valeurs limites qui vont être assez faibles, donc inférieures à 0,3% de matière sèche pour plastique, verre, métaux. Et la somme de tout ça doit être inférieure à 0,5% de matière sèche. En soi, c'est des chiffres, on peut se demander un peu ce que ça représente en vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter un peu quelques résultats qu'on obtient au sein de la SADEF.
Donc, nous, c'est une analyse qu'on réalise depuis sa sortie, donc depuis 2014. J'ai regardé au niveau du nombre d'analyses en 2020. On est entre 1500 à 2000 analyses par an. Ça représente à peu près 25% des analyses de cette norme. Et aujourd'hui, on est pour cette analyse, donc, qui est normalement sur les amendements organiques et les supports de culture, principalement sur des analyses de compost et d'amendements organiques avec environ 95% de compost. Donc aujourd'hui, c'est principalement au sein de la SADEF des composts de déchets verts qui sont étudiés, des résidus de méthanisation. On a quelques composts de biodéchets et quelques composts d'ordures ménagères résiduelles. On estime qu'on a à peu près une analyse sur 30 qui est un compost d'OMR et une analyse sur 30 qui est un biodéchet. Au niveau de la SADEF, on a très peu d'analyses sur les pulpes organiques. Nous, on travaille principalement sur les composts, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler sur les pulpes, c'est juste qu'aujourd'hui, nos clients nous envoient principalement des composts. Si on regarde au niveau des inertes et des impuretés les plus présents selon les matrices, aujourd'hui, donc, comme je le disais, on reçoit principalement des composts de déchets verts, un peu moins d'OMR et moins de biodéchets. Donc, en fait, ce qu'on va le plus retrouver dans les composts de déchets verts, ça va être les cailloux, ensuite le verre et ensuite les pièces métalliques. Alors, avant, dans la norme, on a noté que les cailloux ne font pas partie des inertes et des impuretés avec un seuil réglementaire, mais nous, on les trie quand même et on les met à côté. Les composts d'OMR, ce qu'on va retrouver le plus, ça va être le verre et ensuite du plastique. Et les composts de biodéchets, ce qu'on va le plus retrouver quand on fait les inertes, c'est les plastiques, les barquettes et étonnamment tout ce qui est os ou tout ce qui est par exemple dents. Et tout ça, donc les os et les dents vont être classés dans tout ce qui est cailloux et calcaire, donc il n'y aura pas d'impact sur les limites réglementaires, mais on a principalement plastique et des barquettes en plastique. C'est souvent du plastique dur qu'on va retrouver. Donc, indirectement, on peut en déduire que ce qu'on risque de retrouver le plus au niveau des pulpes et des soupes, ça va être donc du plastique. J'ai essayé de trouver quelques chiffres. Alors, c'est difficile de donner des chiffres au niveau des inertes et des impuretés, parce qu'en fait, c'est très, très dépendant de l'origine des produits. Par exemple, pour un même biodéchet, si le biodéchet, enfin, pour un compost de biodéchets urbain ou un compost de biodéchets rural, honnêtement, on n'a pas du tout les mêmes. On peut trouver des compositions très différentes en termes d'inertes et d'impuretés. On a fait une petite moyenne sur tous nos composts confondus. En moyenne, on est à moins de 0,1% en matière sèche d'inerte. Après, on a déjà trouvé des extrêmes. On a déjà eu en 2020 un plastique, un compost où on avait plus de 30% de plastique, mais c'était principalement des plastiques qu'on appelle durs, donc des barquettes, ce genre de choses, donc qui avaient très mal décomposé. On a eu aussi un cas, je ne l'ai pas noté, mais on a eu un compost de biodéchets avec du plastique qui était autour de 5%. C'était dû au fait que en fait, c'était des biodéchets dans des sachets donc, de plastique normalement biodégradable. Mais en fait, il y avait énormément de nœuds et ce qu'on a retrouvé, c'est en fait tous les nœuds des sachets qui n'ont pas été décomposés. Donc, on a pensé que c'était sûrement un compostage qui n'avait pas été assez long ou un tri pas assez réalisé à la source. En valeur extrême, en 2020, on a aussi eu des valeurs sur des verres ou des métaux de 20%. Ça, le plus souvent, c'est des problèmes d'échantillonnage ou on va dire souvent, par exemple, un boulon ou une vis qui va se retrouver dans le compost. Voilà. Mais c'est très, très rare. On a eu ça 2 fois l'année dernière. Au niveau de la vie technique de cette norme, il y a quand même une certaine variabilité d'analyse. Donc, c'est ce que je disais avant en fonction des matières premières. Il y a aussi l'importance du personnel. Il faut savoir que le laboratoire, il doit quand même être qualifié et assez habitué aux matières à reconnaître parce que quand on se retrouve à devoir identifier des inertes et des impuretés qui font moins de 2 mm en taille, je vous avoue que des fois, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi l'importance du personnel au niveau des usines. C'est assez important de bien prendre en compte la méthode d'échantillonnage quand on envoie des composts ou dans le cas là, ce sera des soupes. Par exemple, on dit souvent à nos clients de faire bien attention quand ils vont faire de l'échantillonnage à ne pas prendre un échantillon
et en raclant le sol. Sinon, on va se retrouver avec beaucoup de terre et ça va augmenter les risques d'impureté. Au niveau des tests interlaboratoires, donc il y a des tests interlaboratoires qui sont faits tous les ans. On a peu d'écart type entre les laboratoires. On est toujours inférieur à 2, ce qui veut dire que la norme est très reproductible et très répétable. Au niveau du temps de réalisation, c'est peut-être le point le plus limite de cette norme, c'est qu'elle est assez longue. Donc, comme je disais au départ, on a 3 bains au minimum, un de 1 heure, un de 3 heures et un de 12 heures. Donc, résultat, on a déjà quasiment environ 20 heures ne serait-ce que de bain. Donc, ensuite, il faut encore compter le temps de séchage, etc. Donc, on a minimum 2 jours par échantillon. Et nous, au sein de la SADEF, on estime qu'on peut réaliser 5 échantillons par jour. Après, ça, c'est avec nos capacités actuelles de matériel. Ça peut être beaucoup plus, mais il faut de la place. Au niveau de la qualité, de la fiabilité, il y a très peu de réclamations clients. Nous, on a eu uniquement 5 réclamations clients sur 2020. Donc, je le disais avant, il y a eu 2 erreurs. C'était des erreurs de saisie de notre part. Et il y a eu 2 réclamations. C'était dû à la présence de pièces métalliques. Donc, une fois, on a eu une vis et une fois, on a eu un clou. Bon, bah ça, c'est voilà, l'échantillonnage a été fait, une vis est tombée, ça arrive de temps en temps. Donc voilà. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment se déroulait la norme et un peu comment ça se passait au sein du laboratoire, on peut se poser la question justement en le rapportant au niveau des biodéchets. Donc, pour moi, il y a des enjeux au niveau de la méthode. Donc, c'est ce que je disais. Il y a une capacité de réalisation qui est, on a un test avec une longue durée, on a une nécessité de place. On a un temps d'identification qui peut être assez long. Et on a aussi des matériaux qui vont être utilisés qui peuvent être assez dangereux. Par exemple, c'est le cas de l'eau de Javel. Il faut savoir que, donc, résultat au niveau des laboratoires, plus on a de tests, plus il faut de place et de personnel formé de routine. En soi, ce n'est pas vraiment un problème. Je pense que tous les laboratoires sont capables de gérer un afflux plus important. Il faut juste voilà, qu'on soit préparé en amont. Moi, c'était plutôt la question de la cohérence entre le temps d'analyse et le temps d'entreposage des pulpes, parce qu'au final, on va avoir 2 jours par analyse et 2 jours d'entreposage autorisés. Donc, finalement, la pulpe va commencer à être analysée et puis les résultats arriveront alors que finalement, elle est déjà censée avoir quitté le site. Est-ce que ça risque pas de poser un problème? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, au final, de réduire, de modifier peut-être un peu cette norme pour l'adapter aux soupes et de réduire le temps d'attaque, ou en tout cas, ou peut-être de faire des temps d'attaque plus rapides, enfin beaucoup plus longs dès le départ. Au niveau des enjeux de la méthode, il y a aussi la question de la fiabilité. Alors, la fiabilité, c'est ce que je disais. Si on veut avoir de bons résultats, la méthode d'échantillonnage est très importante, surtout par le client. Le personnel de laboratoire est censé être formé, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la répétabilité, de la reproductibilité, les tests interlaboratoires ont peu de différence. Après, c'est principalement des données sur des composts et pas sur des pulpes organiques. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est une norme qui est connue, qui est réalisée fréquemment. Donc, en soi, la méthode ne pose pas de problème. Le gros souci au niveau des soupes, donc c'est aussi ce que disait Estelle avant, c'est l'échantillonnage du produit et puis bien s'assurer qu'on a récupéré qu'on a fait un bon échantillonnage. Au niveau des pulpes, il va quand même y avoir des limites et des enjeux. Donc, au niveau des impuretés, donc pour nous, le risque le plus important, ça va être le plastique. Alors, les verres et les métaux, pour moi, vont poser peu de risques. Les métaux, parce que normalement, il n'est pas censé y en avoir. Le verre, il n'est pas censé y en avoir. Et en plus, normalement, le décret interdit les emballages en verre. Donc, pour moi, le plus gros risque, ça sera au niveau des plastiques, que ce soit non seulement au niveau des emballages, des biodéchets, mais tous les autres petits plastiques que les gens vont mettre sans faire exprès. Donc, finalement, la limite de cette norme, ça va être principalement le tri à la source et les déconditionneurs. Il faut être sûr que le tri à la source soit fait de la meilleure manière possible. Sinon, au niveau du plastique, on risque d'atteindre assez rapidement les limites. D'autant plus qu'au niveau des matrices, on a aussi des limites. C'est par exemple... tout est donné en pourcentage de matière sèche. Résultat, si vous avez une soupe ou une pulpe qui a très peu de matière sèche, vous allez avoir des limites de normes qui seront rapidement atteintes.
Après, il y a quelques matières premières qui peuvent poser problème. Par exemple, tout ce qui est papier qui peut des fois aller dans les biodéchets. Souvent, ça a tendance à ce que nous, on appelle boulocher pendant les opérations de déconditionnement. Et en fait, quand ça arrive, finalement, on a une boule qui va mettre un peu plus de temps à se décomposer et qui finalement va pouvoir contenir encore après à l'intérieur de la matière organique qu'on n'aura pas éliminée. Et ensuite, un autre problème au niveau des matières entrantes, ça va être principalement tout ce qui est matière très grasse. En fait, ça va compliquer le nettoyage à l'eau de Javel. Et souvent, dans des produits qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière grasse, on n'arrive pas à éliminer toute la matière organique avec seulement les 3 étapes. Et donc, il faut refaire un bain à l'eau de Javel, cette fois-ci qui peut durer jusqu'à 24 heures. Donc finalement, au niveau des enjeux, au niveau des pulpes, le plus compliqué, ça va être, le plus important, ça sera de faire un cahier des charges des matières entrantes qui sera très bien listé pour limiter les risques et surtout d'avoir un tri à la source qui sera fait le plus correctement possible. Donc voilà, donc finalement, en conclusion, au niveau de cette norme, c'est une norme qui est connue, qui est fiable, qui est reproductible. Donc que ce soit pour des composts ou des pulpes, la méthode ne posera pas de problème. Après, au niveau des limites, pour moi, ce sera le temps de réalisation qui est parfois long, mais ça, c'est déjà connu. Et au niveau pour les pulpes et les boues, les limites des pulpes et des soupes, pardon, les limites, seront principalement les plastiques. Et puis le cahier des charges pour les matières entrantes. Et le plus important, ça sera la qualité du tri à la source. Voilà, qui sera essentiel. Merci pour votre attention.